En juillet 2020, la Terre était particulièrement proche de Mars. Alors ce fut la ruée. Engine ignition, 2, 1, 0. Les Américains ont envoyé Persévérance à la recherche de traces de vie sur la planète rouge. Les Chinois, eux, se sont lancés dans leur première mission martienne. Et puis, concurrent inattendu dans cette course spatiale, les Émirats arabes unis. Avec leur sonde Al-Amal, qui signifie espoir. Nous allons étudier la basse atmosphère de Mars. Il y a des milliards d'années, cette planète ressemblait à la Terre. Comprendre le présent de Mars nous aidera à connaître le futur de notre planète. Et ce n'est qu'une première étape. La jeune nation qui fête l'an prochain ses 50 ans ambitionne d'installer une colonie sur Mars. Les Émirats veulent envoyer des hommes sur Mars d'ici 100 ans. Les Émirats investissent dans l'espace pour mieux tourner la page du pétrole. L'enjeu est économique, mais aussi politique. Notre gouvernement veut envoyer un message fort à la jeunesse arabe. Si on est capable d'atteindre Mars en moins de 50 ans, alors on peut faire plus. Mars révèle les ambitions nouvelles de tout un pays. Dubaï, l'un des 7 Émirats arabes unis. C'est le lieu de tous les superlatifs. On y trouve la plus grande tour du monde, la plus grande fontaine du monde, le plus grand aquarium du monde. Dans cette ville, qui au moment de la création des Émirats il y a 50 ans, n'était encore qu'un désert inhospitalier, il ne se passe quasiment pas un seul mois dans l'année sans qu'un nouvel immeuble ne sorte de terre, toujours plus haut que le précédent. Alors, quitte à gratter le ciel, pourquoi pas viser les étoiles? C'est en toute logique donc que se trouve dans cette ville aux ambitions démesurées le centre spatial des Émirats. C'est depuis ce lieu stratégique, créé il y a une quinzaine d'années seulement, qu'est pilotée la mission Mars. Nous sommes dans la salle des opérations. C'est ici que nous pouvons commander et surveiller la sonde en direct. Et vous voyez sur les écrans, on peut voir quelle est la position du vaisseau, sa vitesse et dans quelle direction il est tourné. La sonde Espoir a été lancée en juillet 2020. Les Émiratis avaient une petite fenêtre de tir qu'ils ne pouvaient pas rater. À ce moment-là, la Terre était au plus près de Mars. Ça n'arrive que tous les 2 ans. Et c'est pour ça que toutes les missions martiennes sont parties en même temps. Le jour du lancement, j'étais là. Omran, juste à côté. Toute l'équipe était là. Omran Sharaf, le chef de la mission Mars, a les yeux rivés sur les images reçues en direct depuis la base de lancement au Japon. C'était un moment terrifiant, stressant, mais rempli de fierté et de joie. Nous avons vraiment été soulagés 4 heures après le lancement, quand on a compris que la séparation s'était bien passée. La sonde était en route pour Mars, sur la bonne trajectoire, et tous ses instruments fonctionnaient parfaitement. Les Émiratis ont conçu cette sonde en un temps record. Un exploit pour cette petite nation qui 10 ans auparavant n'avait aucune compétence dans ce domaine. Le Premier ministre nous a demandé d'atteindre Mars avant le 2 décembre 2021. Parce que c'est le 50e anniversaire des Émirats.
Logiquement, pour un tel projet, il faut entre 10 et 12 ans. Nous n'avions que 6 ans devant nous. Et il nous a dit, cette sonde, vous ne devez pas l'acheter, construisez-la. Ne commencez pas de zéro. Travaillez avec les autres pays. Apprenez d'eux. Sans la coopération internationale, on n'aurait pas réussi cette mission. Pourquoi voulait-il qu'on la construise nous-mêmes? Parce que notre avenir dépend du développement des sciences et des technologies. Car d'ici 50 ans, peut-être 100 ans, nous n'aurons plus de pétrole. Le Premier ministre a dit « Mars doit être le moteur de ce changement ». Les Émiratis ne s'interdisent rien. La sonde Espoir n'est qu'une étape d'un plan beaucoup plus ambitieux. Aux portes de Dubaï, le désert à perte de vue. Ces grandes étendues arides, où l'ombre n'a pas sa place, ressemblent à s'y méprendre aux images de Mars capturées par le robot Curiosity. Les Émiratis, habitués à vivre avec le désert, n'ont aucune difficulté à se projeter sur la planète rouge. Ils veulent y établir une colonie d'ici mars 2117. On se donne 100 ans pour envoyer des hommes vivre sur Mars. Pour y arriver, nous allons construire une ville martienne, ici à Dubaï. Il faut l'imaginer comme un dôme dans le désert. Dans ce lieu, des scientifiques vont innover. Ils feront des recherches sur l'eau, la nourriture, comment nourrir et abreuver les astronautes et les hommes pendant de longues missions sur Mars, comment créer de l'énergie, avec quels robots. Nous voulons avoir un rôle dans cette exploration de l'espace, être parmi les premiers dans ce domaine, faire partie de l'histoire. Mars fait rêver les Émiratis. Eux aussi sont fascinés par l'imaginaire de la conquête spatiale. Mais pour que le rêve devienne réalité, encore faut-il avoir des astronautes. Les Émirats ont dû lancer une campagne nationale de recrutement, car cela faisait très longtemps qu'un astronaute arabe n'était pas allé dans l'espace. Le premier, c'était un prince d'Arabie Saoudite. Après, il y a eu un Syrien, Mohamed Faris. C'était en 1987. Donc ça faisait 30 ans qu'aucun astronaute arabe n'était allé dans l'espace. Donc nous avons lancé un programme de recrutement. On s'attendait à ce qu'il y ait entre 400 et 500 candidats. Mais en fait, ils ont été plus de 4000 à se présenter. C'était incroyable. On a mis 1 an pour sélectionner 2 astronautes. Ils sont partis en Russie pour s'entraîner. Et c'est comme ça qu'Asa est devenu le 3e astronaute arabe à aller dans l'espace, le premier à bord de la Station spatiale internationale. En 2019, Hadza Al-Mansouri a embarqué à bord du vaisseau Soyouz. Direction la Station spatiale internationale, où il est resté 8 jours. And there we see Hadza Ali Al-Mansouri in the background, last but not least. Assez longtemps pour entrer dans l'histoire de son pays. Aujourd'hui, il s'entraîne aux États-Unis pour préparer sa prochaine mission. Comment se passe l'entraînement? Bien, on fait du super travail. On est en train de découvrir tout le système de la station spatiale. Je suis avec une journaliste de Canal+. Elle va te poser des questions. Comment s'est passé votre voyage dans l'espace?
Quand je suis arrivé à bord de l'ISS, je voulais apercevoir mon pays depuis l'espace. La vue était incroyable. J'essayais bêtement de voir les frontières des Émirats, mais bien sûr, il n'y en avait pas. Et ça, c'est vraiment fondamental. Quand vous allez dans l'espace, vous avez face à vous une seule et unique planète, sans frontières entre les pays. Dans l'espace, vous n'êtes qu'un simple humain. Un simple humain qui était très fier de pouvoir s'adresser à son Premier ministre depuis l'espace. Bonjour, Aza. Je suis tellement heureux et honoré d'être la première personne à vous parler en arabe depuis la Station spatiale internationale. C'est comme si l'ambition du Cheikh Zayed était arrivée dans l'espace à travers l'un des fils de son pays. Le Cheikh Zayed est appelé par les Émiratis le père fondateur, car dans les années 70, il a réussi à unifier les 7 Émirats, qui étaient jusqu'alors sous protectorat britannique. Ce passionné d'espace, que l'on voit ici en présence d'astronautes américains, aurait, selon ses fans inconditionnels, tracé la voie de son pays. Vous voyez derrière moi, j'ai la photo du père fondateur, le Cheikh Zayed. Il a rêvé de ce moment. Je l'ai emmené dans l'espace avec moi pour me rappeler ce rêve qu'il a fait pour notre nation. Eh bien, en moins de 50 ans, on l'a réalisé. Honnêtement, quand j'étais enfant, c'était impossible. Maintenant, ça l'est. On a repoussé les limites et ça profitera à la prochaine génération. Depuis son retour de l'espace, Aza Al-Mansouri a été érigé en héros national. Aujourd'hui, tout est fait pour que la jeune génération ait envie de suivre ses pas. Ne touche pas l'embout, regarde bien au centre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois juste des petites taches blanches. Non, regarde bien au centre. Tu vois le cercle rouge? Ça, c'est le soleil. Dans cet observatoire de la banlieue de Dubaï, des télescopes sont mis à disposition du jeune public. Est-ce que vous aimeriez être astronaute plus tard? Oh oui! Pourquoi? Pour explorer toutes les planètes et en découvrir des nouvelles. Moi, j'irai sur la Lune. Et après, j'irai explorer Mercure et Vénus. C'est génial. Ah, je peux toucher le soleil. Oh, tu peux le toucher? C'est super. Le but de l'observatoire n'est pas seulement de faire rêver les enfants, mais surtout de leur donner l'amour des sciences. La plupart des météorites contiennent du métal. Vous pouvez le vérifier en mettant un aimant dessus. Tiens, tu peux les prendre. Tu as vu comme elles sont lourdes? Celle-là, c'est une pierre volcanique. Et celle-ci, c'est une météorite. Par ici. Là, vous voyez, c'est la Lune et Mars. Là, c'est Mars? Oui. Le petit point rouge à gauche, c'est Mars. À la tête de cet observatoire flambant neuf, un fou d'astronomie. Adolescent, Hassan Al-Hariri voulait devenir astronaute. C'est ainsi qu'il a décidé d'écrire aux Américains de la NASA. Je leur ai écrit une lettre avec 6 questions. Très naïve. J'avais 15-16 ans.
Je leur demandais, mais pourquoi n'allez-vous pas sur Pluton? Vous n'avez qu'à tourner comme ça. Je leur ai même fait un dessin. Eh bien, croyez-le ou non, ils m'ont répondu avec une lettre. Et ils m'ont envoyé 6 livres en me disant « Vous y trouverez toutes vos réponses ». J'étais hypnotisé, mon anglais n'était pas terrible, mais j'ai tout traduit ligne par ligne. Hassan Al-Hariri aime transmettre sa passion des étoiles aux plus jeunes. Venez voir les magnifiques télescopes que l'on a sur le toit. Et surtout, il aime leur rappeler qu'il s'agit là de leur héritage. Quasiment 70% des étoiles ont un nom arabe. Vous voyez le nom de ces étoiles? Que de l'arabe. Celle-ci, par exemple, elle s'appelle Altaïr, l'oiseau. Et celle-ci, Deneb, ça signifie la queue du cygne. J'adore ces magnifiques noms. Ceux qui étudient l'astronomie se demandent qu'est-ce que veulent dire ces noms bizarres. Pour nous, ils ont un sens. Vous en êtes fiers? Ce n'est pas de la fierté, c'est plutôt la preuve que nous avons contribué à la civilisation. Et ça doit nous motiver à réinventer des choses aujourd'hui. Hassan Al-Hariri est exalté par la mission Mars. Il la voit comme une chance de retrouver cette époque où la civilisation arabe était à la pointe des inventions. Les Arabes ont perfectionné l'astrolabe. Ils y ont ajouté des disques et c'est devenu l'ordinateur des anciens. Avec ça, ils ont créé leur calendrier, fait des calculs mathématiques. Et surtout, ils s'en servaient pour naviguer, trouver leur chemin et se repérer dans le temps. Et vous avez envie de retrouver cet âge d'or islamique? C'était l'âge où le monde était uni, d'est en ouest. On venait de l'Occident pour venir apprendre avec nous. À partir du moment où nous avons cessé d'étudier, d'apprécier le savoir et les sciences, nous nous sommes coupés de la civilisation. On était bien trop occupés à se battre. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons un espoir. L'espoir de rallumer la flamme, que cette nation puisse revenir en force. On parle d'envoyer une sonde sur Mars. C'est une incroyable, vraiment une incroyable réussite. Avec la mission Mars, le gouvernement veut faire rêver ces jeunes, leur mettre des étoiles plein les yeux et surtout leur donner une perspective d'avenir. Avec cette mission, le gouvernement a voulu envoyer un message fort à la jeunesse arabe. La région, à l'époque, connaissait des moments difficiles, d'instabilité. Et beaucoup de jeunes arabes du Moyen-Orient étaient en train de quitter la région. Et certains d'entre eux, malheureusement, rejoignaient des groupes armés. Il s'agissait donc d'inspirer notre jeunesse, de changer les mentalités pour que cette génération se tourne vers les sciences et les technologies. Car le moment où nous avons cessé de générer du savoir, c'est le moment où nous avons reculé et que le chaos est arrivé. Il ne s'agit pas là de faire revenir l'âge d'or islamique. C'est de notre futur dont il s'agit. Nous devons accepter nos différences pour mieux intégrer la communauté internationale. C'est ça l'enjeu. Les Émirats souhaitent offrir au monde une image moderne, celle d'un État tourné vers l'avenir et où les femmes ont toute leur place. Dans l'équipe scientifique de la mission Mars, par exemple, elle représente près de la moitié des effectifs. Fatma Louta est ingénieure. L'un des 3 instruments de la sonde Espoir est un spectromètre à ultraviolet. Mon travail est de récupérer toutes ces données. Nous allons étudier l'atmosphère inférieure de Mars
Les scientifiques pensent qu'il y a des milliards d'années, Mars ressemblait à la Terre avec une atmosphère plus dense et de l'eau sur sa surface. Puis cela a changé. L'un de nos objectifs, c'est de comprendre comment l'hydrogène et l'oxygène s'échappent de l'atmosphère. Car si on comprend le présent de Mars, cela peut nous aider à connaître le futur de notre Terre. Dans l'équipe de Fatma, 9 femmes et un seul homme. Nous avons un fort pourcentage de femmes ici. Je sais que cela surprend beaucoup de gens. Moi, non. Depuis des décennies, notre pays agit en faveur de l'émancipation des femmes. Donc pour moi, c'est normal d'être entouré de beaucoup de femmes ici, car c'est tout simplement notre place. Ces femmes suivent le chemin tracé par Sarah Lamieri. Responsable scientifique de la mission Mars, elle a vite gravi les échelons pour devenir aujourd'hui ministre d'État aux hautes technologies. Elle nous reçoit dans son ministère, au pied duquel le musée du futur est en cours de construction. On en revient toujours au père fondateur. Il a compris très tôt que si on voulait bâtir une nation en si peu de temps, on ne pouvait pas ignorer la moitié de la société. L'émancipation des femmes a commencé dans les années 70 avec l'éducation. Les femmes y avaient accès de la petite école jusqu'à l'université, et c'est devenu un droit. Donc je n'ai jamais dû, à un moment donné, briser le plafond de verre, comme vous l'appelez en Occident. Vous voyez dans notre Parlement, 50% des sièges sont occupés par des femmes. Et pour les sciences, plus de 70% des diplômés chaque année sont des femmes. Nous risquons même d'avoir un vrai problème dans le sens inverse pour recruter des hommes dans ce domaine, pour avoir une parité. Et pourtant, les hommes vont devoir s'y mettre aussi. Car c'est bien dans ces laboratoires que se trouvent les emplois de demain. L'Académie d'astronomie de Sharjah forme les futurs chercheurs. Certains jeunes ne veulent pas étudier la physique, l'astronomie, les mathématiques ou encore la chimie. Parce que des gens leur disent qu'ils ne trouveront pas un bon poste après. Or, c'est complètement faux. Nous vivons dans l'ère de l'espace. Les applications des sciences spatiales sont partout. Votre téléphone est un satellite volant. C'est pour ça qu'on veut offrir ces technologies à la population. Mariam et Aïcha, elles, ont bien compris le message. Elles étudient à l'académie la trajectoire des météorites. Je pense que c'est une météorite. Regarde la vidéo pour être sûr. Oui, c'en est une, très fine. Toutes les deux ne manquent pas d'ambition. Moi, j'ai commencé par étudier l'informatique. J'ai postulé en leur proposant d'utiliser mes connaissances pour servir l'astronomie. Et ici, je travaille sur l'apprentissage automatique. C'est une technique qui permet aux ordinateurs de penser comme des êtres humains et de leur apprendre à différencier les météorites des roches terrestres. Moi, j'ai toujours été inspirée, fascinée par les engins volants, comme les avions, les fusées, les systèmes de propulsion. En fait, mon rêve, c'est de construire une fusée. J'espère que je fabriquerai la première fusée des Émirats. Pas de construction de fusée en vue à l'heure qu'il est. Mais les Émirats ont déjà un nouveau projet en route. Ils veulent envoyer en 2024 le robot Rachid explorer la Lune. Seules 3 nations au monde ont réussi à poser un engin sur le satellite de la Terre. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Le club restreint des conquérants de l'espace,
dont les Émirats rêvent de faire partie.